Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue. On est heureux de vous accueillir ce soir dans cette émission de Soif de sport. On va parler de beaucoup de sport ce soir. La CTG, on va commencer déjà par le lancement de la campagne de la mise à disposition des créneaux et pas seulement, de la présentation aussi du nouveau système des inscriptions. C'est pour les associations et les créneaux des équipements sportifs. Donc, Joanne Lafontaine est avec nous ce soir. Bonsoir, Joanne. Bonsoir, Jean-Marc. Voilà, ça va bien? Bien impeccable, merci. Ouais, détendu, hein? Toujours comme d'habitude. Comme d'habitude, ok. Et puis, on va passer aussi à ce trail, Marc, amazonien, Oui. qu'on a vécu 4h du matin sur le kilomètre 41 à Matiti. Tout à fait. Voilà, donc on est là avec deux champions du biathlon. On va les présenter quand même. Jean-Bernard Cléry, connu sous le nom de JB. Bonsoir, JB. Ouais, bonsoir à tous. Ça va bien? On essaie de récupérer surtout. Comment tu es frais comme ça? Je suis toujours frais. Tu es toujours frais. Ouais, le sport me rafraîchit. Voilà. Et puis, on va pas le présenter, le président du RNB, Steve Stanislas, qui était avec nous. C'est son retour sur RDI, mais il a participé aussi à ce biathlon. Comment ça va, Steve? Ça va, toute bête bon. Tu nous avais quittés? Non, je vous ai jamais quitté, je vous suis, pas de problème. Non, je te quitte pas, Jean-Marc. Et puis, on va faire une petite halte sur la pétanque de ce week-end. On attend Madame Clara Radissoa, qui va nous rejoindre. Et puis, certainement, on aura le temps, avec Jean-Philippe Trébord, de parler de l'ouverture du rallye, des rallyes. On était ce week-end à Peugeot Citroën pour un fabuleux week-end. Voilà. Donc, on va commencer avec ce trail amazonien, Ultra Trail, JB, ce magnifique trophée que vous pouvez voir. On est en direct, j'ai oublié de le dire, excusez-moi, sur RDI Guyane, la page Facebook RDI Guyane. Rejoignez-nous pour poser vos questions aux invités. Et puis, un numéro de téléphone, le 36 3000, pour nous joindre par téléphone aussi pour poser vos questions aux auditeurs qui le souhaitent. Voilà. Alors, JB, on revient. Oui. Ultra Trail, 67 km. Départ à 8h du matin jusqu'au Soléo-Date, un biathlon, donc vélo et course à pied. Tout à fait. Tu remportes cette deuxième édition, vraiment, qui a été très difficile. J'ai eu pas mal de concurrents qui ont fait le trail, soit en individuel, soit en course à pied, soit en marche. C'était très, très difficile, surtout les 13 derniers kilomètres. Comment tu es parvenu à arriver ? Bon, avant tout, je vais quand même présenter rapidement cette manifestation. Donc, effectivement, c'est un raid amazonien. Ce raid amazonien comprend 4 épreuves. Donc, une marche à pied de 67 km, départ 2h du matin. Un trail de 67 km, départ 83 km à pied. J'y arrive. Voilà. On y va crescendo. Donc, la marche à pied 67, le trail 67, un départ à 5h du matin. Et l'ultra trail 80 km, départ à 4h du matin. Et pour finir, à 8h du matin, le départ des biathloniens. Donc, le biathlon, c'est du VTT, 55 km de VTT et 12 km de course à pied. Voilà. Donc, sur ce biathlon, sur cette épreuve raid, 45 participants au biathlon. L'Ultra Trail, 55 participants. Je regarde mes notes, excusez-moi. Le Trail, 35 participants. Et la marche, 22 participants. Sur le site de Soledad, on arrive à réunir plus de 200 personnes. Énorme, avec toute la logistique qui va bien. Voilà. Pour ma part, en tant que concurrent, parce que je fais aussi partie du staff, mais en tant que concurrent, j'ai participé donc, au biathlon amazonien, départ 8h du matin. Une épreuve donc, de 55 km de VTT en conditions amazoniennes, boueuses, forêt, piste, tout ce qu'on veut, escalade aussi. Et on finit avec... Il y a aussi de la natation sur la fin. Et voilà, il y a aussi de la natation. Et pourquoi on appelle pas ça un triathlon dans ce cas-là? Parce que ce n'est pas tout à fait de la natation. En fait, c'est juste un passage difficile. Donc, on a les 12 km à l'issue des 55 km de VTT. Il y a 12 km de trail en forêt amazonienne, donc marche à pied ou course à pied pour ceux qui peuvent en forêt amazonienne sur un parcours très technique avec beaucoup de chablis. Nous, on a tendance à dire, on vulgarise la chose en disant que c'est un léon de chasseur pour bien montrer un petit peu la difficulté de la chose. Et effectivement, pour un truc un peu plus aventure, on termine par la traversée du Kourou une première fois, 15-20 mètres de traversée, aidé quand même avec une équipe de bénévoles et de sauveteurs gilets pour assurer le passage et une grande corde pour que les gens puissent s'agripper, puissent passer. 500 mètres de course à pied grosso modo et on retraverse le Kourou pour une arrivée grandiose et pour dire oui, on est finisher. On ne peut pas le voir, mais on a tous un t-shirt derrière marqué finisher parce qu'on tient quand même à revendiquer qu'on est allé au bout de la chose. Voilà. Steve Donc, aussi, tu as Steve concouru
Ou tu Comment étais ça là en tant que C'est supporter ou JB spectateur? m'a embrigadé dedans, puisque JB est Donc, Steve aussi Stanislas. organisateur du trail avec le Jungle, Jungle Adventure. Et donc JB étant licencié au RMB, il a réussi à m'embrigader dans cette aventure folle, dans cette escapade. D'ailleurs, tout au long du parcours, je n'ai cessé de lui dire des gros mots en créole. Est-ce que Des gros mots en créole. Est-ce que tu as eu un moment pour te préparer, le temps qui t'a averti qu'il fallait pas participer hein? Alors, j'ai essayé de me préparer un mois à l'avance, plus en faisant du VTT en roulant, mais je n'ai pas pris la chose suffisamment au sérieux. Et donc, il fallait vraiment être préparé. Puis, c'est une aventure qui vous pousse hors de vous, qui vous apprend à vous connaître. Donc, c'est ça aussi. C'est le dépassement de soi et surtout de se parler à soi-même à des moments, à se demander mais qu'est-ce qu'on fait là réellement surtout, À quel moment tu as trouvé les premières difficultés justement Alors les difficultés ont commencé depuis le départ en VTT puisque le terrain était boueux, très boueux, avec des endroits où des difficultés pour avancer, pour rouler, pour trouver du roulement, comme on dit, la latérite, la boue. Avec le passage des voitures, des organisateurs qui ont rendu la piste beaucoup plus difficile. La saison des pluies n'a pas arrangé les choses? La saison des pluies n'a rien arrangé. Il faut savoir que VTT, vous puisez énormément d'énergie, donc moins d'énergie. Plus que sur la route. Beaucoup plus, ça n'a rien à voir. Et puis en pleine forêt comme ça, avec tout ce que vous dépensez, c'est pire. Ce sont des conditions ignobles, donc il faut savoir se gérer. Donc moi, sur ce biathlon, on va dire que j'ai appris à me gérer. Voilà. Mais la principale difficulté reste quand même les 12 derniers kilomètres. Avant ces 12 derniers kilomètres, il y avait un check-up pour pouvoir passer, pour terminer ces 12 derniers kilomètres. Il y avait un médecin qui vérifiait. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs, JB? Oui, donc sur tout le long du parcours, donc sur les 55 km, les 55 km de parcours VTT, étaient positionnés des checkpoints, des points de contrôle, d'une part pour vérifier effectivement que tous les concurrents avançaient juste à la fin du parcours, pour vérifier aussi qu'il n'y avait pas de problème mécanique ou s'il y avait nécessité d'appeler des secours. Donc on avait mis des points de contrôle précis. Et il y avait surtout un gros checkpoint à l'arrivée des 55 km. Pourquoi? Parce que barrière horaire, il y avait d'une part la barrière horaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme Sylve l'a bien spécifié, on sait tous faire du vélo, plus ou moins avec beaucoup de capacité ou pas. Par contre, une fois qu'on est en forêt, on se retrouve seul, livré à soi-même. À 50 mètres, on ne voit pas son concurrent devant ou derrière. Une fois qu'on a entamé le layon de 12 km pour arriver sur le camp Léodade, il n'y a pas de point de non-retour. Tout simplement parce que le staff qui est à l'arrivée VTT doit ramener tout l'équipement, tous les vélos. Donc il y avait un gros checkpoint à ce niveau-là avec un médecin, une infirmière, une masseuse et tout un tas de bénévoles qui étaient là pour aider les concurrents et surtout pour juger de leur capacité ou pas à poursuivre. Voilà. Donc ce gros checkpoint était là surtout pour des mesures de sécurité avec un dispositif de téléphone satellitaire, une DZ pour appeler un hélico s'il y avait nécessité. Donc là, il y a une grosse structure qui était mise en place et surtout le parcours des quads et des 4x4 qui faisaient les retours pour aider les concurrents qui étaient en difficulté pour les ramener au point de contrôle ou pour rentrer chez eux. Est-ce que ce système a été utilisé justement? Est-ce qu'il y a eu besoin de ramener des blessés ou des... Donc, pas de blessés, très bien. Par contre, on a eu plus de 20 concurrents qui ont abandonné. Et dans cette vingtaine de concurrents, 14 marcheurs n'ont pas pu finaliser leur challenge, malheureusement. Donc, Est-ce qu'au vu de la difficulté que vous venez de nous expliquer, la difficulté du parcours, la boue dans la forêt, est-ce que justement il y a des concurrents qui se sont arrêtés par rapport à l'organisation ou c'est vraiment ils ne pouvaient pas continuer? Non, c'est vraiment un problème de capacité physique et mentale qui ont fait qu'ils ont préféré abandonner d'une part pour ceux qui arrivaient avant la deadline, mais pour ceux effectivement qui n'ont pas pu arriver à l'heure impérative imposée, eux, ils ont été directement arrêtés, quoi. Donc, il y a eu un peu des deux. Mais c'est vraiment, comme disait Steve, c'est vraiment un dépassement de soi. Un dépassement de soi, aussi bien physique, mais mental. Alors, vous qui avez tous les deux participé au biathlon. Gold Race, non, au Gold Race. Au Gold Race, oui. C'est quoi la différence entre une course de VTT pure et puis une compétition comme celle-là?
Alors, avant de parler de différence, voilà, donc il y a JB qui m'a un petit peu embrigadé dedans, hein, moi en tant qu'organisateur de la course sur Satellier et tout. Donc, en tant qu'organisateur, il était aussi question pour moi de voir comment une autre manifestation sportive pouvait se dérouler pareil en plein milieu, on va dire amazonien, puisque le D'accord. raid, il est aussi en milieu amazonien et tout. Donc, avant d'aller plus loin, je tiens quand même à féliciter toute l'équipe de bénévoles hein, aux différents postes points de contrôle, parce qu'ils ont quand même fait un travail extraordinaire. Il y avait des infirmières positionnées un peu partout sur les points de contrôle, des médecins qui posaient des questions toutes bêtes, ou même des bénévoles. On sent vraiment que c'est structuré juste pour savoir comment tu t'appelles, si tu étais dans de bonnes conditions psychologiques et mentales. C'est quand même important. Et oui, il y a quand même une très grosse différence entre le fait de faire un raid VTT, où vous allez faire du pur VTT, vous roulez sur une piste en latérite, c'est quand même un revêtement qui est roulant, où il n'y a pas la transition, parce qu'il n'y avait pas la transition sur le raid, même s'il y avait énormément de dénivelé, tandis que là, il y a des grosses difficultés en VTT où vous n'avancez pas. On avance à 10, voire 5-6 km/h par Vous moment. étiez comme obligé des de marcher marcheurs. à côté du vélo Ou bien des à fois, certains et il faut moments. arriver au fameux point avec le vélo pour se faire valider de toutes les façons. Et ensuite, comme je disais, les 12 km à pied. Oui, parlez-nous C'est vraiment, des 12 derniers kilomètres où il c'était faut- vraiment pas possible de... Je pense que le faire à vélo. si j'avais repéré les 12 derniers kilomètres avant, j'aurais dit que je le fais pas, je pense. Je ne participe pas. Alors, toi qui as terminé en tête, GB, justement, ces 12 derniers kilomètres, qui fait partie de l'organisation, comme tu le dis, et en plus qui a participé, est-ce que ça a été un avantage pour toi d'avoir vu le site, justement, d'abord Jean-Bernard Cléry. Jean-Bernard Cléry. Donc, je suis multisport en fait, et en plus du VTT, je suis trailer. Donc, je participe à des courses à pied en forêt, à plus ou moins longue distance. ce qui n'est pas le cas de Steve. Steve est un grand connaisseur de la forêt. De la forêt, oui. Donc non, il est apte. C'est bien pour ça. C'est bien pour ça. Ah, C'est oui. bien pour ça que je l'ai embrigadé dedans, parce Voilà. qu'il est apte à appréhender cette forêt. Après, c'est ça, Par oui. contre, c'est vrai que courir sur un léant de chasseur, courir en forêt avec toutes les difficultés que l'on a, les chablis qui sont tombés, la trace, le léant qu'on ne voit pas, qu'on ne visualise pas forcément. Expliquez bien aux auditeurs, les chablis, c'est Voilà, donc oui. des troncs d'arbres. Ce sont des troncs d'arbres qui sont posés, tombés voilà, et qui voilà. recouvrent le parcours. Donc nous, on appelle ça des chablis chez nous, mais en fait, ce sont des troncs qui sont tombés. Et en fonction de la taille du tronc, on est obligé de faire ce qu'on appelle des contournements. Donc pour contourner Et des ce fois tronc. passer en dessous aussi. En dessous, dessus, grimper, donc il y a un peu de tout. Comme on pourrait penser que la Guyane est plate, mais elle n'est pas du tout plate, je le confirme. Il y a un fort dénivelé, donc avec des successions de montées et de descentes. Donc toutes ces difficultés font que courir dans cet environnement est très difficile. Et c'est vrai que si quelqu'un ne s'est pas entraîné sur ce genre de parcours, si quelqu'un ne connaît pas, n'a pas repéré le parcours, on a vraiment du mal à imaginer comment on peut évoluer sur ce type de parcours. Johan Lafontaine. Ancien coureur de vitesse, en plus président de la Ligue. Depuis tout à l'heure, quels sont tes retours sur ces témoignages, tes remarques. sur ces témoignages? Le trail, pour moi, est une discipline en devenir. On voit son essor en métropole, on voit son essor mondial. Et j'irais même plus particulièrement maintenant sur l'ultra trail où il y a de plus en plus de participants. Et bon, j'en ai entendu la pub, bien au contraire. Et je suis ravi d'avoir des retours parce que c'est un effort qui est pas dire surhumain, mais c'est un dépassement de soi. Et Steve le dit très bien. Ça se joue dans la tête. Et je pense que lorsqu'on arrive sur des distances qui dépassent le marathon, 50, 60, 70, 80, voire plus de 100 sur de l'international, là, si on n'est pas fort mentalement et si on n'a pas une vraie préparation, dans les conditions en Guyane, en forêt, où on sait que au niveau du climat, la récupération et la dépense énergétique, c'est vraiment complètement différent de ce que l'on peut faire en montagne, en métropole, ben, je tire mon chapeau à tous ces participants. Il y en a déjà beaucoup. 30 qui abandonnent, c'est bien dommage, mais c'est un effort qui est sur qui est vraiment 144, c'est ça? qui est vraiment qui dépasse, au départ, oui. qui est vraiment un dépassement de soi qui est très très important. Et si on n'est pas quelqu'un lambda qui n'est pas préparé à ce petit effort là ne fait pas 15 km. Je pense qu'il rentre au bout de 15 km, il arrête parce que je pense que c'est vraiment compliqué. Et Steve Stanislas,
quand tu disais le dépassement de soi, je me rappelle que pour le Tour de Guyane, tu disais pareil. À certains moments, tu es obligé d'aller au-delà de tes limites pour pouvoir continuer. Est-ce que c'est le même genre de sensation ou pas du tout? C'est pas pareil parce que l'expérience que moi j'en tire des différents Tours de Guyane auxquels j'ai participé. Vous faites de véloroute et vous avez la possibilité à des moments de vous abriter derrière un autre concurrent, derrière un autre vélo. Dans le peloton. Vous avez certaines zones de confort. Tandis que dans ce genre d'épreuve, il n'y a pas, les zones de confort n'existent pas. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de faculté mentale. Vous allez chercher au fond dans les triples et voilà. Et puis juste pour un petit peu bien expliquer la rudesse de l'épreuve. Donc Jean-Bernard, lui, il termine premier en pas loin de 6 heures, c'est ça ? 5h50. Moi, je termine 14e pratiquement en près de 8 heures. Donc il me met pratiquement 2 heures, pas loin. Et il y en a qui sont partis en même temps que nous, des athlètes confirmés, entraînés, qui sont arrivés jusqu'à 22h, 21h30. Voilà. Ah oui. Et ces personnes, moi, je pensais à ces personnes, parce qu'une fois que j'étais arrivé au camp du Soléodat, et que vous entendez que la nuit, il fait nuit, et que vous entendez des applaudissements, vous avez des biathloniens qui arrivent toujours à cette heure-ci. Et eux, j'étais en train de me dire, mais moi, j'ai passé 4 heures de temps à marcher, mais ceux-là, pour certains, ils ont passé 8 heures de temps à marcher. Voilà la différence. Est-ce que justement, sur ce que tu dis, le côté hostile de la forêt est un piment de plus, comme on peut dire, pour les athlètes mentalement, de savoir qu'on va participer à une compétition dans un endroit qu'on ne maîtrise pas vraiment? En fait, comme son nom l'indique, c'est un biathlon amazonien organisé par le Jungle Adventure. Donc on parle d'aventure, voilà, c'est de l'aventure. JB? Oui, moi Jean-Bernard Cléry. Je n'aime pas trop le terme hostile, parce qu'en fait la forêt n'est pas hostile, hein, sinon la route est hostile, la civilisation est hostile. Non, faut appréhender cette forêt, c'est tout. Quand on y va, faut être conscient qu'on y va en connaissant les risques, en connaissant la difficulté du parcours. Et si on le sait, on s'adapte et on fait avec. Mais c'est justement ça. Pour moi, hostile, c'est pas que la difficulté du parcours. On peut rencontrer n'importe quoi en forêt. Bien sûr. C'est ça le bien côté sûr. hostile pour moi, qu'on ne rencontre pas forcément sur la route. On est abrité dans sa voiture. Tout à fait, mais on a quand même moins de difficultés aujourd'hui. Nous, on compte moins d'incidents ou voire d'accidents en forêt que sur la route. Donc c'est pour ça que Je n'aime pas trop ce terme. Je trouve que ce terme est un peu négatif. En tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a une vraie difficulté. Il faut le savoir dès le départ. Steve l'a dit, on a des concurrents qui sont arrivés. Le dernier concurrent est arrivé, les 4 derniers concurrents sont arrivés à 21h40. Quand je lui ai arrivé, on les a évacués d'une zone prévue pour l'évacuation en pirogue, à 3 km de l'arrivée, de 3 km du camp Papacaille. Donc on les a évacués pour les rapatrier, mais ils ont le mérite quand même d'avoir passé tant d'heures en forêt. Certes, j'ai mis 5h50, j'ai concouru avec mes capacités. Mais moi, je pense à tous les autres. Parce que tous les autres, même s'ils ont mis 2 heures de plus, 3 heures de plus, 6 heures de plus, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ils ont leur t-shirt finisher. Je ne dis pas que ceux qui ont abandonné n'ont pas le mérite d'avoir continué. Mais en tout cas, voilà. Ça se mérite, hein. Ouais, montre-nous à la caméra le t-shirt qui se mérite. mérite. Voilà, super. Nous le montre. Voilà. Et on a voulu cette année vraiment marquer ces t-shirts du finisher, parce que les précédentes éditions, je rappelle que c'est la 15e édition que monsieur Oyo Patrick organise ce biathlon. Depuis 30 ans qu'il l'organise. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais pensé à... On donne des t-shirts avec marqué l'événement. Mais là, cette notion de finisher, on a vraiment voulu la marquer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des concurrents qui refusent d'abandonner, et ce que je peux comprendre, parce que ils ont la volonté, le mental, peut-être pas le physique, mais le mental d'aller au-delà d'eux-mêmes. Et on a dit, voilà, le meilleur cadeau qu'on peut leur donner, c'est déjà d'attendre qu'ils arrivent tous, quelle que soit la nuit, et de leur remettre leur t-shirt, dire voilà, ça vous l'avez mérité. Ce n'est rien, c'est qu'un bout de tissu. Mais vos petits-enfants, tous ces gens-là, je les termine. Ça se passe comme ça dans le Ironman. Et malgré tout, un grand bravo aussi aux 30 qui n'ont pas pu finir, mais qui ont eu le courage de démarrer, de commencer, d'aller jusqu'au bout. Et bon, pour des raisons sans doute de sécurité, de santé, on a sans doute préféré les arrêter. Mais
Mais c'est aussi à saluer parce que c'est vrai que 144 compétiteurs qui relèvent ce challenge-là, c'est quand même assez conséquent. Et vraiment bravo à toute l'équipe du Jungle Adventure et Pathé Koyo parce qu'on a pu les rencontrer justement en allant avec Jean-Marc sur le terrain. Et on a vu que c'était une superbe organisation, donc bravo à tous. Bon, pour rappeler aux auditeurs, ils peuvent aller sur la page Facebook pour voir les images qu'on a rapportées de ce trail. Donc, voilà. merci Alors à vous. nous, on n'a pas pu aller plus loin, puisque certaines personnes nous ont demandé mais pourquoi on ne voit pas les étapes suivantes. Voilà. Parce qu'en fait, pour pouvoir filmer les étapes suivantes, il fallait faire. Voilà. Faire, c'est bien gros mot, mais au moins marcher avec nous. Marcher avec vous. Marcher avec Donc nous. là, bon, Jean-Marc, tu aurais pu te préparer. Oui, et l'année le faire prochaine, avec il va se préparer. Ta GoPro embarqué et tout, quand même, Jean-Marc. Voilà. Tu vaux mieux que ça, quand même. Un grand sportif comme toi. Voilà. Attends, Jean-Marc. Bon. le challenge est On lancé. va faire Jean-Marc. une petite pause pour rejoindre Johan de la CTG. On vous remercie, président et compétiteur, JB, Jean-Bernard Cléry. Merci beaucoup ce témoignage. Tu es déjà parti demain sur Saint-Laurent pour faire Saint-Laurent-Maripasoula en vélo. Oui, donc effectivement, je profite de la présence d'un ami sur la Guyane pour continuer notre périple, enfin continuer notre passion qu'est le VTT. Et effectivement, à partir de demain mardi, Suriname, et on descend sur 5 jours le Suriname jusqu'à Grand Santi, Papaïstan, Maripasoula, et on revient ensuite avec nos vélos en avion. Voilà. Donc je tiens quand même à remercier tous les concurrents, qu'ils soient biathloniens, ultra trail, ultra et trailer du moins, et marcheurs, ainsi qu'à Jungle Aventure et puis tous les gens qui nous entourent. Merci. Merci beaucoup à vous. Juste avant, Ouais. Steve, c'est un martien quand même. Repartir après un truc comme ça pendant le week-end, repartir encore en VTT jusqu'à... Il a un secret. C'est un martien quand même, Il a un non Non, secret. il a un secret, Il a un mais secret, voilà, je pense c'est qu'il ça. il est poussé par la passion. C'est avant tout un passionné. Passionné. Mais bon, il a un très gros moteur parce que j'ai dormi pas loin de lui, là, en hamac. Il m'a empêché de dormir toute la nuit parce que il ronfle très fort. Donc il a une grosse capacité. Donc c'est ça pulmonaire. son secret Il a un peut-être gros alors. moteur, D'accord. Merci beaucoup, Steve et Merci. JB. On passe à une petite page de pub et on se retrouve tout de suite avec la CTG et Johan Lafontaine. Le meilleur du sport, c'est sur RDI. La Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde de football 2018. Rien ne pourra vous échapper avec la Dream Team RMC. RDI, c'est de la musique, des infos et du sport. Vous ne raterez pas une victoire, un événement, une émotion. Avec RMC. Tous les grands sujets d'actualité. Tous les grands événements sportifs. Tous les experts sont sur RDI. Nous sommes de retour sur RDI Guyane, voilà, dans Soif de Sport. On est en compagnie de Johan Lafontaine. Le lancement, Johan, de la campagne de la mise à disposition ou des créneaux, si vous préférez, des installations sportives de la CTG. Et puis juste après, on va présenter le nouveau système pour que ces associations puissent venir vers nous, Johan. Donc c'est une première déjà à la CTG en ligne, des inscriptions. Les créneaux qui doivent être réservés pour les associations. On va rappeler ça toute l'année parce que je pense que c'est un gros chantier, un très gros chantier pour pouvoir s'inscrire, faire cette demande pour pouvoir avoir des créneaux pour s'entraîner pour les clubs. Donc, est-ce que tu peux commencer à nous dire là-dessus déjà ? Qu'est-ce que je peux vous dire ? Comme tu dis, c'est une première, c'est une nouveauté par rapport au système que l'on utilise. Les demandes étaient faites comme chaque année. Elles étaient faites comment avant ? Format papier, Format papier, Depuis- un email depuis 2 ans sous forme un formulaire. des formulaires qui étaient remplis, déposés au niveau du service. Depuis 2 ans, on est passé 2 ou 3 ans. Mes collègues sont passés sur de la dématérialisation, donc on est passé sous format de mail. Et cette année, on passe vraiment sur, c'est une vraie nouveauté, une vraie première. On place directement par une application qui devrait nous faciliter et nous aider à la gestion Donc, des équipements. Ces équipements sportifs qui étaient conseil général, conseil régional, qui sont une seule compétence aujourd'hui, la CTG, la collectivité Est-ce qu'on peut rappeler la territoriale. liste de ces équipements, justement ? Ouf, Il y en a tellement, Marc. Là, C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a tellement, il y en a énormément. toute installation confondue. Alors, je vais plutôt donner le territoire parce que c'est beaucoup plus vaste. Voilà. La collectivité gère des équipements au départ de Camopi.
en repassant par... C'est quoi? C'est des stades? Des terrains de foot, je vais pardon? Par préciser, exemple, à Camopi. De Camopi, c'est le hall du collège. C'est tous les halls des C'est collèges. Tous les alors, collèges sont la Pour compétence. Je vais présenter au fur et à mesure. Voilà. On va de Camopi, Saint-Georges, on remonte par le littoral jusqu'à Saint-Laurent. Saint-Laurent et on descend jusqu'à Maré-Passoula. Donc ça représente sur l'ensemble du territoire une cinquantaine d'équipements sportifs, ouverts ou non ouverts aux associations, mais une cinquantaine d'équipements sportifs. À gérer. À gérer. Dans ces équipements sportifs, il y a des terrains de football, comme le complexe sportif et culturel Eric Etienne Edwige. On a tous les halls des collèges. Je ne vais pas dire les halls des lycées pour le moment, mais les halls des lycées devraient rentrer prochainement dans le giron, mais ne rentrent pas dans la demande de cette année. D'accord. Et on a une salle on a une salle de boxe, on a une salle de judo, on a différents équipements sportifs qui nous permettent à la collectivité de pouvoir répondre Aux attentes. au plus grand nombre Mais de aux disciplines. Ça comprend aussi le prog, ça comprend aussi Alors, le hall Kevin Séraphin, tout ça Ce sont les équipements que je vais un peu extérioriser par rapport à la demande. Le prog et le Kevin Séraphin, pour faire une petite présentation rapide, dépendaient de la GESIRG. C'était l'agence régionale qui gérait les équipements sportifs d'intérêt régional. Depuis le 1er septembre, ils sont rentrés dans le giron de la collectivité. Mais comme ce sont des équipements qui sont vraiment spécifiques, le prog, avec un calendrier qui est relativement pas chargé, mais particulier. Donc, on invite les associations à se rapprocher du prog. Et Kevin Séraphin, comme initialement, c'est un équipement qui est dédié dans un premier temps aux athlètes qui sont à l'IFAS. Donc, pour connaître après les créneaux horaires, la responsabilité vient au directeur de l'IFAS. Donc, une fois qu'on a enlevé ces éléments-là, il y a les piscines aquatiques. Il y a les piscines, puisqu'on en a quand même 3 sur le territoire. Mana avec Mehdi Metella et Macoria avec Matiti. Voilà. Parce qu'on a tendance à... On la connaît pas beaucoup, mais il y a Elle existe, oui. Et, au lycée agricole de Matiti. Au lycée agricole de Matiti. Voilà. Et Malia Metella à Cayenne. Et là, bien sûr, également, voilà, se rapprocher également des responsables de chaque structure pour les mises à disposition. Tout ce qui concerne équipements sportifs pour les sports de main, pour les sports de main, sports de salle, pour les sports de combat et pour le football, se rapprocher du service pour pouvoir faire leurs demandes. D'accord. On a parlé des demandes des associations. Les ligues en font partie aussi? Oui, les ligues sont utilisatrices, en particulier les week-ends pour leur championnat dans les différentes catégories. Mais les ligues sont invitées également à faire. Il y a pas leur championnat ou les préparations de certaines sélections aussi. Là, c'est plus compliqué. Au départ, les créneaux sont réservés pour les créneaux leur sont mis entre guillemets à disposition dans le cadre de leur championnat. Après, c'est eux qui décident quelle utilité ils en font et comment ils vont l'utiliser et à quelle heure. D'accord. Donc là, concrètement, ils peuvent aller sur le site de la CTG. Oui. C'est déjà actif. Lorsqu'on arrive d'ailleurs sur le site de la CTG, on voit cette page-là précise. Pour nos auditeurs qui sont sur la page Facebook, ils peuvent vraiment voir. Et ensuite, on clique sur « Faire une demande », c'est ça? Alors, la campagne a commencé aujourd'hui, 15 avril, se finit le 15 mai. Le lien se fait directement à partir du site de la collectivité. Avec Marc, tu l'as fait en direct, donc on arrive directement sur... quand on arrive sur la page de la CTG, il y a un bandeau spécifique où vous allez trouver un tutoriel et des explications. Et quand vous cliquez « Faire une demande », donc là, tu as déjà sauté une étape, puisqu'on arrive sur une page où il faut s'identifier. L'identifiant et le mot de passe sont donnés dans le tutoriel. Et une fois qu'on a rentré ces éléments sur l'application Ubisport, une fois qu'on a rentré les identifiants, on arrive sur cette page et à partir de là, on commence à faire sa demande en fonction des créneaux et en fonction de ce qu'on a besoin. Je reviens avant de continuer sur la présentation, Marc, du système, du nouveau système. Moi, j'ai des questions sur la campagne. Oui. Est-ce que la CTG se tourne vers les ligues déjà pour informer? On est en fin de saison. Est-ce que la CTG s'est tournée pour la communication, pour informer les ligues, d'informer les clubs, justement, qu'il y aura cette campagne de mise à disposition? Ou est-ce que vraiment, aujourd'hui, c'est chargé aussi de la communication auprès des médias pour pouvoir communiquer dessus? Je suis accompagné. Il y a une première phase de communication qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis sur les médias avec vous sur RDI aujourd'hui,
Mais il y a 15 jours, il y a eu 4 réunions organisées sur l'ensemble du territoire. Ça, ce qui est quand même important. Parce qu'on parle d'une collectivité unique, on parle de la territorialisation. Et il était important pour nous de se déplacer dans chaque bassin de vie. D'accord. Donc, ce que moi j'appelle bassin de vie, ce sont les communautés d'agglomération. Donc, on s'est déplacé sur Saint-Georges, on s'est déplacé sur Kourou pour la zone de la CCDS. On a eu une 3e réunion qui a eu lieu sur Cayenne pour toute la zone de la CACL. Et avec mon collègue correspondant sur la zone de la CCOG, qui lui a rencontré les associations. Donc, on n'est pas forcément passé par les ligues. Avec le mailing que nous avons, puisque nous avons quand même plus de 150 associations qui utilisent nos installations. Donc, nous avons invité les associations à venir, parce que la collectivité organisait des réunions pour présenter le dispositif, pour présenter le tutoriel, pour faire des essais en ligne quand c'était possible. Donc, je dirais ce que je vis aujourd'hui, c'est la 2e étape d'une organisation qui est déjà en place depuis 15 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les associations, je ne te dis pas, les associations ont même déjà commencé avant l'ouverture, puisque depuis samedi... À faire des réservations, c'est ça? Celles qui travaillent déjà avec vous ont entendu la communication, mais celles qui n'ont pas l'habitude de travailler avec vous, est-ce que le bouche à oreille, justement, va fonctionner? On se sert de ça aujourd'hui, on se sert de vous aujourd'hui, on se sert des ligues. Je dirais pas qu'on touche quasiment le mouvement associatif, mais aujourd'hui, à 90%, les associations sportives qui sont dans un cadre de compétition, mais aussi dans un cadre de loisirs, sont présents chez nous et ont l'information. Après, c'est vrai qu'il y a le bouche à oreille fonctionne aussi. Ça, on n'y peut rien. Une campagne, je sais, WhatsApp va être lancée. On va également faire plusieurs relances et de façon à ce qu'on puisse quand même toucher le grand public. Je ne dis pas qu'on va toucher 100% des associations, mais on a déjà, je pense, touché quasiment 75 à 80% des associations. Une dernière question sur la campagne. Est-ce qu'une manifestation est prévue par la CTG, une campagne, une manifestation justement pour encore toucher du monde? Je ne suis pas sûr qu'on ait encore une manifestation comme des réunions qu'on a faites, parce que je ne dis pas que c'est lourd, mais il en faudrait refaire. Non, on va plutôt faire des relances par mail. Je vous dis, on utilisera les réseaux sociaux pour communiquer. On essaiera vraiment de toucher, mais pas forcément revenir sur des réunions comme on a pu le faire sur les 15 derniers jours. Donc voilà. Sur le système maintenant, sur la présentation du système, Marc, on y était. Quelles sont les premières parties déjà à utiliser pour bien comprendre ce système? Si je fais une présentation rapide de ce système, si Marc, tu descends, la première chose à faire, c'est de sélectionner l'équipement sportif, l'installation sportive que l'association désire. Ça, c'est la première étape qui est importante. Donc, je vais te donner une qui va être, si tu veux, on va aller au collège Antoine Siver-Félix. Donc, tu cliques dessus. Ici. Ouais, okay. Tu cliques. Et quand tu cliques, donc, tu cliques le petit carré qui est là. Voilà. Ça va sélectionner toutes les installations. Alors, ce que j'appelle l'installation sportive, donc c'est le hall du collège Antoine Siver-Félix. Et vous avez toutes les installations qui sont présentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le hall, il s'est vraiment détaillé, l'aire de lancer, l'aire de saut, la grande salle, la piste d'athlétisme et le plateau EPS extérieur. Tous ces éléments-là vont apparaître sur chaque installation. Là, ce que vous voyez en gris, c'est que sur la date de demain, mardi, le hall est utilisé de 7h à 15h par les scolaires. L'air est utilisé jusqu'à 17h. Donc, on ne sait pas qui, mais on sait que c'est déjà utilisé. C'est déjà utilisé. Si c'est grisé enfoncé, c'est que l'installation est déjà utilisée. Là, mais on est vraiment sur la date de demain. Si on veut commencer notre campagne, si on veut faire une réservation pour l'année prochaine, c'est là qu'on arrive sur la 2e étape. Marc, je te demande de remonter. Clique pas. Oui. Et au niveau de la date, tu vas chercher le 9 septembre. Pourquoi le 9 septembre? C'est la date des débuts des mises à disposition. Septembre 2019. Hop, je clique ici. Et à partir de là, en théorie, ça devrait être vierge si des demandes n'ont pas encore été faites. Oui, il y en a même déjà eu. C'est la partie scolaire. D'accord. Puisque faut rappeler qu'un certain nombre de halls sont en gestion partagée. D'abord en priorité pour le temps scolaire. Donc de 7h à 18h en général, c'est les établissements scolaires qui en ont la responsabilité. Et la collectivité le récupère de 18h à 22h. D'accord. Donc la partie scolaire est déjà comptabilisée, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque que une personne réserve alors que c'est utilisé par les écoles. Sur la communication que nous avons fait passer, nous avons annoncé que les associations, bien sûr, ont l'habitude, mais les temps d'utilisation, c'est en semaine de 18h à 22h, du lundi au vendredi,
et les week-ends en fonction des activités. Donc déjà, d'entrer dans notre communication verbale que nous avons annoncée aux associations, mais après, je précise, elles en ont aussi l'habitude, elles savent très bien que sur le temps scolaire, les créneaux ne sont... Toute demande qui va être faite, hors vacances scolaires, il faut le préciser, hors vacances scolaires, toute période qui va être faite pour un créneau périodique sur l'ensemble de l'année, sur un créneau le mercredi matin, par exemple, de 9h à 11h, la réponse sera quasiment à 100% négative parce qu'il est réservé à l'établissement scolaire. Voilà. À partir de là, donc on va te prendre la grande salle. Tu vas cliquer sur l'horaire de 18h, la case de 18h. Alors, la case de 18h, là, c'est ici la grande salle? Grande salle. Non, c'est ici la grande salle. Donc, tu cliques sur le créneau de 18h. Voilà. Ok. Comme tu veux, voilà, 18h. À partir de là, arrive vraiment la demande de créneau. D'accord. Donc, choisir l'utilisateur. Comme je disais, on a plus de 150 associations présentes sur donc l'ensemble. elles sont déjà référencées. Elles sont déjà référencées. Donc elles n'ont pas besoin de rentrer à nouveau. Si une nouvelle association que nous ne connaissons pas souhaite utiliser, nous les invitons à se rapprocher du service pour qu'on puisse faire leur inscription et leur mise en ligne. Et qu'elles puissent après aller faire la demande. Donc ça va être plus simple puisqu'il y a des associations de test. Tu prends association test 1 ou test 2. D'accord. Ce sont des associations que j'ai créées. Donc voilà, automatiquement elles sont renseignées. Donc le nom du responsable, le mail du responsable. Donc là c'est le mien, c'est mon mail professionnel puisque c'est des tests que moi je fais. L'heure du début de créneau, donc on a dit 18h. L'heure de fin de créneau, l'association choisit son heure de fin de créneau. Ça peut être 18h, 20h, 18h, 19h30. C'est elle qui choisit. Pour toutes ces campagnes, là, vous nous expliquez, Oui. les associations, il y a certaines personnes peut-être qui ne sont pas formées pour ce type d'inscription, justement. Est-ce qu'il est prévu une mise à jour pour les associations pour venir se renseigner dans un de vos services, par exemple? Le tutoriel a été fait. Le tutoriel était à la disposition des associations sur le site de la collectivité. Nous allons faire un deuxième envoi puisque nous avons des informations complémentaires à faire passer. Avec le tutoriel, je ne dis pas mise à jour, mais complété de quelques éléments. Après ces éléments, si vraiment des associations n'y arrivent pas, les services restent disponibles, restent joignables pour expliquer la démarche nécessaire pour pouvoir faire leur demande. Voilà, mais aujourd'hui, ça a l'air relativement simple. Ça a l'air relativement simple. Pour des gens comme toi, non, qui sont informaticiens de naissance, on va dire. Tout est expliqué. Tout est expliqué dans le tutoriel. C'est des choses simples. À toutes les associations qui voudront justement utiliser ce système. On l'appelle bien nouveau système. On ne l'a pas verrouillé. Nous, on ne l'a pas verrouillé. C'est-à-dire qu'il est relativement, pas intuitif, mais relativement facile à utiliser. Avec le tutoriel sur, en gros, les 80 associations que nous avons rencontrées depuis le début avec le tutoriel qui a été donné, je n'ai pas reçu le service n'a pas eu de retour négatif ou de questions posées par mail ou même par téléphone. Joanne Lafontaine, justement sur l'inscription, est-ce qu'il y a une partie financière? Est-ce qu'il y a un retour sur justement l'utilisation? On sait que les associations payent aussi leurs créneaux. Comment est-ce que ça se passe, cette partie? On arrive sur une partie un peu plus importante de chiffres. Les mises à disposition aujourd'hui sont toutes gracieuses. Elles sont toutes gracieuses. Pour tout ce que la collectivité gère, et je ne parlerai pas des lycées, puisqu'ils sont à part, je ne parlerai pas de l'IFAS et le PROG, ils sont à part, mais tout ce que nous, au niveau du service, nous avons comme équipement sportif en gestion, à un moment où je vous parle, les mises à disposition sont gracieuses. C'est en considérant que la collectivité, et c'est un choix politique du président de la collectivité, de mettre à disposition. Donc par contre, toutes les mises à disposition sont chiffrées. C'est-à-dire que nous avons une maquette, une grille tarifaire. Chaque année, à la fin de chaque saison, chaque association reçoit un document de don en nature qui lui donne le coût estimé de son utilisation. D'accord. Je vous donne un chiffre. Sur la saison sportive 2017-2018, c'est pas loin de 1,2 million d'aide indirecte que la collectivité fait envers les associations pour pouvoir leur permettre leur pratique sportive. Je dis pas que on va me dire c'est qu'1 million, mais c'est quand même 1,2 million. On sait que la CTG, dans le sport, sur les finances, c'est plus de 3 millions sur l'année. Voilà. On le dit pas beaucoup, mais c'est quand même une aide. C'est pas une aide directe parce que c'est pas une subvention que l'on donne. Ce n'est pas des aides particulières, mais là c'est une aide indirecte sur laquelle aujourd'hui il faut le dire, il faut l'annoncer parce que c'est quand même un sacré montant. C'est un sacré montant puisqu'il y a l'entretien des stades, il y a des agents qui travaillent sur les entretiens. Un club ou une association en moyenne, elle paierait combien si elle devait payer ses prestations?
Est-ce que vous avez à peu près le montant moyen que paierait une association? J'ai pas le montant moyen parce qu'elle diffère en fonction de l'installation. En fonction du sport, en fonction de l'installation, entre le terrain de football, le terrain la salle, la grande salle, de l'ancienneté de la grande salle, ça varie beaucoup. Mais je peux vous dire que pour une ligue de football, quand on la met à disposition le week-end, c'est-à-dire samedi matin, samedi après-midi et dimanche, qui représente quasiment 8 et 8, qui représente quasiment 12 heures de mise à disposition sur un week-end, on est à un montant entre 15 000 et 20 000 euros l'année quand même. Donc, on est d'accord. On est en compagnie du club des Amandiers, Clara Rati Dissoa. Ratou, excusez-moi. Dissoa. La pétanque, vous êtes inscrit sur ces créneaux de la CTG Absolument pas, parce que notre sport, contrairement à beaucoup d'autres, se pratique sur des terrains totalement différents. Au mieux, on a une installation avec des terrains qui sont marqués. Et puis, sinon, on exploite, comme notre cas, par exemple, on a l'autorisation de la ville de Cayenne d'exploiter les amandiers. Voilà, ce qui nous sert de terrain. Le terrain de Rémire. Non, mais c'est à Rémire, c'est à boule de feu de Rémire. Oui, mais c'est quoi, par exemple, là? C'est dans l'Hippo. C'est quoi alors, comme... ça fait... je pense que ça dépend de la mairie je pense que ça fait partie d'une structure de la mairie. La structure de la... Oui, d'accord. Étienne Dorlipo, ça appartient à la mairie de Rémire-Montjoly. D'accord. Voilà, sur la commune de Rémire-Montjoly. Mais non, on n'a pas la chance de bénéficier. Peut-être qu'un jour, la CTG nous ferait un boulodrome couvert. Est-ce que vous avez déjà fait des demandes justement dans ce sens? Est-ce que vous avez déjà sollicité pour le futur justement un terrain de pétanque moi particulièrement en tant que présidente, non, mais les précédents, oui, les présidents de notre club, on en fait, je sais même pas depuis quand. Comment on appelle ça, un terrain de pétanque? Ça n'a pas un nom? Un boulodrome. Un boulodrome. Boulodrome. Oui. Et en plus, quand on sait qu'il pleut 6 mois en temps normal par an en Guyane, ce serait vraiment pas un luxe. D'accord, c'est couvert un boulodrome? Oui, particulièrement. En métropole, oui. En métropole, c'est couvert, c'est chauffé, on est à l'abri de la pluie, de la neige, du vent. Et nous, hier, ils ont joué. Non, hier, oui. Hier, ils ont joué avec la pluie. Avec la pluie, le petit vent, le petit gna-gna. Ce sont des difficultés en plus. Ça fait pas partie part du charme de ce sport? Pour nous, peut-être, nous qui sommes habitués, oui, mais il y a des incidences parce que la boule, on la tient dans la main. Hein. Quand c'est mouillé, c'est mouillé. Hein. Quand il pleut, forcément, ça change le jeu. Ça peut changer totalement la donne. On revient sur cette présentation, Johan, pour terminer sur ce nouveau système. Donc des réunions sont mises en place, d'autres campagnes seront faites pour les associations, des réunions. Vous avez des retours positifs. Vous attendez à peu près combien d'associations, en plus de ce que vous avez déjà? Je ferai un point d'ici 15 jours, si tu veux. On sera là, Marc. Si tu me réinvites, je viens faire un point pour te dire où nous en sommes. On en attend autant, ça c'est sûr. Peut-être plus, s'il y en a plus, c'est un peu plus de difficultés, parce qu'on ne pourra pas répondre favorablement à toutes les demandes. Parce que je ne dirais pas qu'on est en manque d'infrastructures, mais il y a de plus en plus d'associations qui se créent. Non mais voilà, au moins ça permet d'optimiser l'utilisation des infrastructures. C'est-à-dire qu'on sait que si c'est libre, on peut déposer une demande Pour une association, je ne dis pas pour vous, mais pour une association aujourd'hui, utiliser un tel système, c'est aussi faciliter l'interface. C'est que dans le sens, là, on est vraiment sur une campagne, sur une mise à disposition sur l'ensemble de l'année. Donc, on débute, on arrive. Une fois que le système sera bien renseigné, les associations qui veulent faire des demandes, parce que là, je peux préciser, on est sur une périodicité, mais pour des associations qui veulent faire des demandes sur des créneaux uniques, nous, on aura renseigné l'information et comme on a pu voir sur les parties grisées, très vite, l'association aura sa réponse, savoir si le créneau est disponible ou pas. C'est aussi améliorer... D'accord. Automatiquement, la personne, donc, quand elle va au bas de la page, on a un petit bouton soumettre. Vous recevez... Voilà, nous, on reçoit directement. Vous recevez une demande. Oui. Et c'est vous qui ensuite validez ou pas la demande. C'est nous qui validons. Donc, il y a quand même une intervention de votre part. C'est pas automatique. Voilà, non, c'est pas automatique. Si l'intervention se fait, si l'association a fait sa demande de créneau, donc dans le cas d'aujourd'hui,
les demandes de créneaux se font, on va tous les recevoir, puisque les créneaux sont quasiment vierges. D'accord. Si les associations voient, et Jean-Marc, est-ce que tu peux, laisse-moi juste fermer la fenêtre pour préciser. Fermer cette fenêtre. Ouais, fermer cette fenêtre, juste pour préciser un élément. C'est une association qui veut utiliser le complexe, qui veut utiliser l'installation à Antoine Silver-Félix à Macoria, donc sous la 2. Elle voit qu'une association a déjà fait une demande. Un élément important, c'est qu'elle peut rajouter une ligne supplémentaire pour la même installation en cliquant sur l'air ici. Si tu vas cliquer, hop, voilà. Il y a une deuxième ligne. Donc aujourd'hui, on enregistre vraiment toutes les demandes de toutes les associations de façon à ce que durant les vacances, les décisions politiques soient prises sur les attributions et qu'à partir du mois de septembre, quand une association ira, si elle souhaite faire une demande de créneau horaire de façon ponctuelle, elle va savoir si le créneau est disponible. Si la demande est soumise, c'est que le créneau qu'elle a souhaité est disponible. Sinon, elle ne le saura pas. Comme je dis, aujourd'hui, c'est surtout pour nous améliorer la gestion, faciliter la gestion, mais aussi améliorer l'interface que nous avons avec les associations pour qu'elles aient plus vite des retours sur leur demande. Donc, c'est important ce que tu viens de dire, Johan Lafontaine. Ça veut dire que même si c'est grisé, elles peuvent quand même faire la demande parce que ça ne veut pas dire forcément que c'est bloqué. Si c'est grisé en clair, c'est que il y a une demande de réservation qui a été faite. Mais elle n'a pas encore été validée. Si c'est grisé en foncé, c'est-à-dire que le créneau est déjà attribué. D'accord. Voilà. Ce sont toutes les petites subtilités qu'on essayait de répondre dans le tutoriel et qu'on a fait. Je précise qu'au niveau des réunions, donc sur Saint-Georges et sur Kourou, les associations ont pu manipuler en direct puisqu'on n'était pas nombreux, c'était beaucoup plus facile. Et sur notre intervention à Cayenne, une démonstration a été faite avec les associations en direct. C'est-à-dire que pendant que moi je faisais la démonstration, on m'arrêtait, on me posait des questions de façon à ce que elles aient toutes les informations les informations générales, parce qu'après il y a vraiment des petites spécificités, mais des informations générales pour pouvoir répondre. Est-ce qu'on arrivera sur ce système à ce que lorsqu'on s'inscrit, c'est le système même qui va décider? C'est la machine qui va décider si le créneau est libre ou c'est toujours un humain qui sera derrière pour décider, pour donner une réponse? Il y a encore une partie humaine qui reste encore relativement importante et qui sera importante sur toute la gestion administrative derrière. Parce que là, c'est facile. Là, c'est juste de l'informatique, des clics. Mais derrière, il y a encore une gestion informatique. Et puis, ce système n'est pas encore paramétré pour pouvoir intégrer des variables pour dire que si cette association a... Non, ça serait... Je ne dis pas que dans 15-20 ans, on n'aura pas ce système-là, mais aujourd'hui, la décision finale reste encore la décision de l'élu. Oui, puis il y a aussi parfois peut-être une intervention humaine, c'est-à-dire deux associations qui veulent aller sur le même équipement au même moment, sauf qu'il y a une priorité parce que d'un intérêt régional ou d'un intérêt international, qui fait que deux associations peuvent réserver un même terrain, sauf qu'il y en a peut-être une qui est prioritaire par rapport à... C'est pour ça que je dis, dans 20 ans, peut-être qu'on aura un système qui sera, où on va rentrer nos critères et que c'est eux qui détermineront l'association qui répondra le plus aux critères qui aura le créneau. D'accord. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Aujourd'hui, c'est encore la partie humaine qui dit, et je tiens à préciser ce qui est quand même un élément important, nous, techniciens, parce que ce n'est pas que moi, c'est que j'ai une équipe de 5 personnes avec moi qui travaillent, qui sont vraiment sur de la gestion. Moi, je suis que le responsable de service. J'ai 5 personnes qui travaillent avec moi qui sont vraiment sur de la gestion, qui, eux, vont faire les conventions. On ne fait qu'instruire, on ne fait que des propositions, mais ce sont les élus qui valideront les choix que nous aurons faits à partir des critères qui ont été positionnés. On dit bien aux associations, les documents administratifs sont toujours valables, les assurances, les inscriptions, tout à jour. C'est un des critères qui est important, c'est la vie associative, c'est qu'on souhaite avoir le PV de l'Assemblée Générale. Ils vont recevoir d'ici demain ou après-demain un mail où on leur demandera de remplir une fiche de renseignement parce là je vois le club de pétanque de Cayenne, nous, ils ne sont pas chez nous, mais peut-être qu'ils sont chez nous et qu'ils ont changé de présidente et qu'on n'a pas l'information. Donc, avoir les coordonnées la constitution du bureau et bien sûr l'attestation d'assurance de responsabilité civile. Sans cet élément-là, les mises à disposition ne se font pas. On y reviendra sur ce nouveau système avec la CTG pour les associations. C'est quelque chose de très, très intéressant. Donc, on y reviendra, Johan. On vous remercie de ces explications.
Merci beaucoup. On est dans l'attente de vos retours et on Oui, sera là. On fait le point RDI, d'ici voilà. 2 semaines. hein. Oui, On peut prendre rendez-vous pour que d'ici 2 semaines, on fasse un petit point pour éventuellement les éclaircissements nécessaires par rapport aux peut-être remontées que vous aurez. Oui. Et puis, voilà. Je vous dis, depuis 15 jours, depuis 3 jours, j'ai mon mail professionnel, puisque je reçois les demandes qui sont... Overbookées. Qui sont pas overbookées, mais je crois qu'on n'a pas loin, je crois qu'entre 15 et 20 associations qui ont déjà demandé depuis l'ouverture et la pré-ouverture. Donc voilà, donc aujourd'hui... C'est beaucoup plus qu'avec l'ancien système. Je n'ai pas de retour avec mes collègues, parce que l'ancien système, on était par mail, donc je n'ai pas forcément comptabilisé. Voilà. Et j'ai pas souvenir, mais je ne pensais pas en avoir autant. Aussi rapidement. Aussi rapidement. Donc peut-être Ok. qu'on aura une phase où ça va s'estomper et en retour une augmentation sur la fin de la campagne. Mais si on a 15 associations sur 100, on va dire sur 120, sur 130 associations, ça représente déjà un peu plus de 10%, ce qui est déjà bien en ce début de campagne. Voilà, on va basculer tout de suite avec la pétanque, Marc. On va pas faire de pause, hein, on va continuer l'émission. Voilà, ce week-end, merci Johan, merci à la CTG. On vous attend, on a pris rendez-vous dans 15 jours pour faire un point. Donc, bon retour à toi. Merci. Vous êtes deux, madame Clara, oui. Asseyez-vous, on est en direct sur RDI, voilà. Donc, les auditeurs sur notre page Facebook et aussi un numéro de téléphone de 36 3000, hein, très intéressant, hein, ce lancement de campagne de mise à disposition des créneaux, Marc. Hein, beaucoup de choses à dire dessus Oui, on puis avance espère que ça petit à petit. facilitera la gestion pour les clubs et pour les associations qui ont besoin de ces équipements. Ça leur facilitera la tâche. Voilà. Alors, la pétanque, dites-nous tout. Ce Ce week-end, week-end. qu'est-ce qui s'est passé? Comment Alors, ça c'est- s'est passé? aux Super. Amandiers. Super. Le sourire, beaucoup de médailles, beaucoup de vainqueurs chez vous. Ouais, ce week-end donc, a eu lieu le Donc, championnat. Clara, présidente de... L'amicale bouliste des Amandiers. Les Amandiers, voilà. C'est ça. Et avec moi, Patricia Hunt, qui est donc notre championne, l'une des 2 championnes en doublette au championnat de en Guyane. doublette mixte. Non, en doublette. En doublette. Donc elle a un partenaire, enfin une partenaire Une qui est partenaire, femme. voilà. Oui. D'accord. Donc elles ont remporté le titre hier de championne de Guyane. Et puis Jean-Pierre, qui est aussi championne de Guyane pour la 2e fois consécutive, en triplette cette fois-ci chez les hommes, avec Alexandre Diane et Grégory Denardi. Donc, tous les 4 à l'amicale des bolistes des Amandiers. Oui, c'était un championnat à 100% ABA. D'accord. Il y avait combien? Comment Il y avait... Comment et puis il y a les vice-championnes aussi, pardon, j'allais oublier, on va me taper dessus. Voilà. Les vice-championnes aussi de doublette sont de notre club. D'accord. Il y avait combien de compétiteurs pour qu'on puisse... Alors, en fait, dans chaque catégorie. d'abord, pour commencer, il y a eu 2 journées de qualification avant la journée d'hier, qui était la finale. Donc, au départ, chez les hommes en triplette, il y avait 20 équipes, et chez les femmes, en doublette, il y avait 8. Donc, pour la triplette chez les hommes, on en retenait 16. Et puis, chez les femmes, que 4. Donc, nos 2 équipes engagées dans le championnat sont passées et elles ont éliminé les 2 équipes de l'amicale bouliste de Macouria. D'accord. Voilà. Combien de clubs étaient là? Montjoly, Rémire, Macouria? Alors non, chez Corot? les femmes, c'était beaucoup de joueuses de l'ABM, de Macouria. Je crois qu'elles en avaient 4, voilà. Il y avait 2 équipes de Sinamari et puis la nôtre. Voilà, les 2 nôtres. Alors, tout chez les femmes. qu'est-ce que vous pouvez nous dire comment on arrive à être championne en doublette? Comment ça se passe? Alors, moi, avant toute chose, je voudrais... Donc, Madame Hunt, c'est ça? C'est ça. D'accord. Avant toute chose, je voudrais remercier le Seigneur parce que, voilà, c'est ma foi. Je crois que c'est sa grâce qui repose sur ma vie, qui a permis que nous soyons championnes aujourd'hui. Mais derrière, il y a... C'est votre premier titre? Ah non. 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 Il est souvent avec vous alors. Hein, parce que vous gagnez Toujours. souvent. Il est Toujours. fidèle. Il est fidèle. Non, mais il y a de l'entraînement aussi. Hein. Il faut être assidu aux entraînements. C'est beaucoup d'entraînement. D'accord. Et ça veut dire combien de temps par semaine ou par... combien d'heures d'entraînement? C'est par semaine, par mois? Comment vous le comptabilisez pour arriver à un tel résultat?
Mais en fait, l'avantage qu'on a à la pétanque, c'est qu'on peut s'entraîner à tout moment, partout. Parce qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de... Tout à l'heure, j'ai entendu parler de terrain, de réservation. On a toujours un bouliste, un vrai, a toujours ses boules dans le coffre de sa voiture. Dans sa voiture, il peut s'arrêter. Et là où il a temps de pause, il sort les boules et puis voilà. Il peut s'entraîner. À tout moment, à toute heure, il n'y a pas de... Voilà. Après c'est en fonction des Et c'est comme ça disponibilités de tout et réellement que chacun. vous faites. C'est-à-dire, vous avez vos boules dans votre coffre. Si vous avez des amis, vous avez envie de jouer, vous trouvez un terrain et vous y allez. Moi-même, quand j'étais enceinte, les boules étaient dans la voiture et puis voilà. Vraiment passionné. Un bouliste, c'est comme ça. Un bouliste ne marche jamais sans ses boules. À quel moment vous avez su que vous allez être championne de Guyane dans ce week-end? Comment ça s'est passé ce week-end? Je crois que quand Non, on c'était va jouer avant dans le sa tête, week-end. on est déjà Non, c'était avant le Vous week-end. étiez confiante, on part vous déjà étiez... pour... si on part en se disant, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Non, mais en tout cas, pour moi, quand je pars victorieuse au départ. Parce que mon Dieu est victorieux. D'accord. On se retourne vers vous, monsieur, champion en triplette. Mais bonsoir tout le Bonsoir, monde. bonsoir. Eh bien, Rappelez-nous votre nom. Et Francis Francis. D'accord. Jean-Pierre, le prénom. et Jean-Pierre le prénom. Voilà, la présidente, elle est là pour rappeler à l'ordre les bonnes manières. Allez, Voilà. Allez-y, Francis. Eh bien, Enfin, Jean-Pierre. je suis de retour un an jour pour jour. Bon, cette année-là, c'était très important qu'on défende notre titre de champion de Guyane, même si c'était un peu dur. Et la plupart, ils ont fait des équipes, soi-disant, pour Pour vous venir... battre, pour gagner ce championnat. Exactement. Et vous étiez confiant aussi, visiblement. Et comme vous avez une présidente comme Clara derrière nous comme ça, on ne peut pas ne pas réussir dans la vie. Parce qu'elle ne lâche pas l'affaire. Moi, j'ai pas les boules, hein. C'est vous qui lancez les boules. Au niveau mental, Elle vous coach, elle vous coach et- stimule. Comment ça se passe? Elle fait son travail de présidente. Elle nous pousse, même si à un moment donné, on a un coup de barre, mais elle est là pour nous. D'accord. Il y a combien de joueurs dans votre club, Clara? Alors, cette année, c'est, comme diraient les autres, c'est l'hécatombe. Pour nous, on va dire que ça a été le ménage. Vraiment? Oui, clairement. Pourquoi L'an vous êtes passé dernier, de on combien à était... combien, voilà. Bon, l'an dernier, on était 27, quasiment 30. Cette année, on est plutôt proche de 20. D'accord. Donc, on a perdu en quantité, mais la qualité, le socle est là. Et qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous avez perdu 7 membres? C'est des raisons personnelles ou c'est à un moment donné dans la vie du club? Pour certains, oui, ce sont des raisons personnelles. Peut-être qu'ils n'adhèrent pas à notre fonctionnement, qui n'a pas changé avant même que je ne sois présidente. Le fonctionnement de la BIA est ce qu'il est. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'ils pensaient certainement obtenir de meilleurs résultats en montant une autre équipe dans un autre club. Après, il y en a beaucoup qui ont été courtisés et qui ont accepté de signer ailleurs. D'accord. Nous, oui, parce qu'il y a un mercato, c'est comme au Oh foot oui. ou dans les mercato. Ah oui, oui. Quand la saison se termine au mois de mai, on est quasiment sûr qu'il va où, en fait. Jusqu'à l'an dernier, on faisait les mutations avant le 31 décembre, et puis la fédération a changé les règlements à compter de cette année. Donc, on peut muter à n'importe quel moment, à partir du moment où on n'a pas encore joué une première journée de championnat. Donc, oui, on a perdu beaucoup de licenciés, mais j'ai envie de dire bon vent, puisque nous sommes bien entre nous, et vu les résultats que nous faisons, on n'a rien perdu au change. Jean-Pierre Francis, comment ça s'est passé en finale pour vous? Eh bien, en finale, il y avait Facile ou beaucoup difficile? Vous avez de... joué contre quelle équipe? Contre Macoria aussi? On a joué devant une équipe de Mana. Une équipe de Mana. Mana. Mais ce sont Qui Très, des très joueurs. forte. Ce sont des joueurs qui ne lâchent pas l'affaire comme ça. Ouais. Donc, On était donc la lutte a été rude. Ouais, on était malmenés, mais c'est Ah non, comme mais je vous ai ils dit. se voyaient perdre, en vrai. À 9-5, je me suis dit, oh là là, regarde comment je perds mon titre de champion triplette cette année-là. Donc, j'ai dû aller voir mes collègues pour dire, moi, monsieur, c'est qui les champions? C'est nous. Non, je pense qu'il est temps de remonter les bretelles, quoi. Il faut motiver les joueurs. Et je suis là pour ça. Présidente, vous nous parlez de doublette en femmes, de triplette Oui. en garçons. Est-ce qu'il y a championnat individuel? Oui, c'est prévu. C'est prévu. En fait, voilà, il faut savoir une chose,
On n'en parle pas dans les médias, et c'est pas mon travail, mais je le fais. À partir de ces années, en fait, la Fédération française de pétanque et jeux provençal a décidé qu'il y ait un seul calendrier unique pour l'ensemble des associations affiliées à la fédération. C'est-à-dire que vous soyez en Dordogne, je sais pas, à Paris, en Guadeloupe, en Martinique ou en Guyane, logiquement, on doit jouer les mêmes compétitions aux mêmes dates. Ce qui n'a pas été le cas en Guyane. Donc là, on est en phase de voir avec la fédération comment tout cela va être pris en compte. Ce qui fait qu'au lieu de jouer, par exemple, le 6 et 7 avril, le championnat triplet chez les femmes, nous, on a joué totalement autre chose, puisque ça a été une journée qualificative en doublette. Donc là, logiquement, si on respecte le calendrier que la Guyane a adopté, la qualification, les 2 journées de qualification pour le championnat tête-à-tête chez les femmes démarrent le 28 avril et le 1er mai. Et ensuite viendra la finale. Mais ça, encore une fois, c'est la fédération qui va prendre la décision là dans le courant du week-end prochain pour savoir ce qu'il en est en fait. Est-ce qu'on doit appliquer, est-ce qu'il nous oblige à appliquer le calendrier unique, ou est-ce qu'on continue comme on a fait depuis le début du championnat? Justement, on va poursuivre sur le calendrier. Est-ce qu'il est prévu un championnat anti-Guyane ou partir en métropole sur un tournoi comme ça s'est passé il y a quelques temps? Bon, du fait qu'on est champion, c'est vrai qu'on va partir en France représenter la Guyane. Pareil, au championnat Dom-Tom et aussi au championnat de France. Donc, d'abord le championnat de Dom-Tom. Alors oui, il y a les deux. Il y a les 2 premiers jours qui sont dédiés au championnat Dromcom, et puis ensuite il y a le championnat de France. Donc, comme eux aussi en plus ils sont tenants du titre, ils vont aller défendre leur titre à Fréjus. À Fréjus. Oui. Voilà. Et c'est au mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce championnat de Guyane qui vient de se terminer? Ça ne fait que commencer. Ça fait que commencer. Donc, encore des entraînements, Madame Hunt? Oui, comme toujours. Comme toujours, mais beaucoup d'entraînement parce qu'il y a encore des choses à ajuster, mais surtout une bonne préparation pour les championnats de France pour aller beaucoup plus loin que là où nous avions perdu en 32e de finale en 2016. Parce qu'on avait arrêté pendant 2 ans, on a repris et voilà. Pareil chez les hommes? L'objectif, le championnat de France? Eh bien, cette année-là, on va essayer d'aller plus loin que ce qu'on a perdu la dernière fois et qu'il y ait au moins plus d'entente au choix. Le dernier mot de la présidente, vous allez encore les encourager, les pousser encore plus loin? Toujours. Toujours. Mon club, je le porte dans mon cœur. Voilà, très bien. Donc, on vous remercie pour ce témoignage de ce tournoi. Donc, l'amicale de Boulis des Amandiers, qui sont championnes en femmes, en doublette, aussi hommes, en triplette, champion de Guyane. Donc, on vous souhaite le meilleur pour le championnat anti-Guyane et aussi le championnat de France. On se retrouve dans une prochaine émission jeudi dans Flamme de Sport sur RDI Guyane. Et on vous souhaite une très bonne et belle soirée. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.